Chers spectateurs d'Immédiat, bienvenue sur ce nouveau numéro où je retrouve, comme chaque semaine, Jean-Yves pour décrypter l'actualité politique et médiatique chaque semaine. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, on a du pain sur la planche, pour ainsi dire. En image de la semaine, tout d'abord, une image vestimentaire, automnale, si je puis dire. C'est celle de Bruno Le Maire en col roulé. On brossera un petit peu toutes ces nouvelles mesures de sobriété énergétique que nous propose le gouvernement, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, entre autres. On passera à notre premier sujet de la semaine. Victoire de Meloni, les médias sont livides, et c'est le cas de le dire. Une victoire de Giorgia Meloni en Italie, une victoire pour l'Italie elle-même peut-être, ça dépend des points de vue. Et enfin, une grande défaite pour les médias français qui sont tout à fait atterrés. On passera notre revue de presse comme chaque semaine, bien sûr, pour brosser un petit peu le portrait de toute l'actualité de la semaine. Et enfin, notre deuxième sujet, l'explosion, ou du moins la fuite des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. On attribue la faute aux Russes dans les médias français. Pourquoi ne parle-t-on pas de la possibilité d'une ingérence américaine en Europe ? On regardera ça tout de suite en fin d'émission. Immédiat numéro 412, c'est parti, restez avec nous. Notre image de la semaine, donc, est automnale et vestimentaire, comme je l'ai dit. En introduction, je vous présente Bruno Le Maire en col roulé. Alors, vous vous demanderez peut-être pourquoi je vous montre notre ministre de l'économie et des finances en col roulé. Parce que cette photographie est un symbole de courage, Jean-Yves, de sobriété et de très très bonne communication. Admirable. On voit Bruno Le Maire qui s'affiche fièrement sur Twitter, en col roulé, dans son bureau, avec un sourire. Il est heureux de faire preuve de sobriété énergétique en se réchauffant vestimentairement parlant, plutôt que d'allumer le chauffage. On comprend que c'est pour lutter contre l'infâme Russie. Et enfin, Elisabeth Borne qui a pris la même résolution et qui se déplace en tenue, je ne sais pas trop, décathlon peut-être, avec sa petite polaire. Bruno Le Maire abandonne la cravate pour le col roulé, nous apprend Ouest France. Le ministre de l'économie prévoyait de porter des cols roulés dans son ministre de Bercy cet automne. Cette question, pour lui, est une question de sobriété à l'heure des restrictions énergétiques. Une bien belle image. Bien belle image. Alors on est toujours dans la même logique d'infantilisation des Français. Alors on a eu la comédie du masque, vous savez. Qui a duré longtemps. La comédie du masque. On arrive sans masque, on met le masque pour arriver devant les caméras et on retire le masque pour parler. C'est la comédie du masque. Alors maintenant on a la comédie du col roulé. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a l'infantilisation. L'infantilisation des Français. Mais pourquoi infantilisation ? Parce que comme ça, on domestique, on domine, et puis aussi, on distrait, on divertit. Évidemment, c'est plus facile de faire un numéro sur le col roulé que d'expliquer que depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont détruit l'industrie nucléaire française. Alors voilà, donc il y a les deux côtés, infantilisation, divertissement. Propagande. Et diversion. Et diversion. Ce qui me fait quand même assez rire, c'est qu'on a, depuis quelque temps, à l'annonce de l'hiver qui approche, dans les médias, une sorte de recommandation à la sobriété. Alors, on avait sur France 2 le fait qu'il faut mettre nos appareils en veille et changer nos ampoules. Sur TF1, le 27 septembre, on a aussi une limite imposée à notre chauffage. Ce qui est recommandé, c'est 19 degrés, pas un de plus. Police climatique. Voilà, avec la perspective justement d'une police climatique qui viendrait nous taper sur les doigts en cas de non-respect des recommandations. Et d'un autre côté, on a toujours le cirque du Qatar, de la Coupe du Monde du Qatar qui continue, avec l'équipe qui nous annonce, pareil, le 27 septembre, il y a 2 jours, le Qatar qui ne pourra pas accueillir tous les supporters attendus pour la Coupe du Monde, va mettre en place des navettes en avion pour les personnes résidant dans les pays voisins. Plus de 160 vols par jour sont prévus. Toujours un petit peu ce déséquilibre entre ce qu'on fait ailleurs et ce qu'on fait chez nous. Pour aller voir des matchs dans des stades climatisé. En plein désert. Oui. On climatise le désert. Avec des matchs de nuit, avec des projecteurs à haute intensité. Enfin bon. Le cirque n'est toujours pas fini et vous pouvez compter sur nous pour continuer de vous présenter les prochains actes. En attendant, on passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Victoire de Meloni, les médias sont livides.
Grande nouvelle et grand changement en Italie, le parti Frères d'Italie, mené par son chef charismatique Giorgia Meloni, est arrivé en tête des scrutins. Une grande victoire pour la droite italienne et une grande défaite pour les médias français qui déjà agitent le spectre du fascisme comme ils en ont l'habitude. Fascisme en Europe, toutes les peurs mènent à Rome. C'est la une de Libération concernant cette grande nouvelle. Enzo Traverso nous dit dans l'Obs, si on voulait trouver un ancêtre à Giorgia Meloni, ce serait le vichisme. Alors pourquoi pas Mussolini, pour le coup, ce serait peut-être un petit peu plus adapté. Mais enfin, on n'est plus à une contradiction près. TF1 Info, élection en Italie fasciste, post-fasciste, néo-fasciste. Dans quelle case ranger Giorgia Meloni? On se le demande. Pour BFM TV, eh bien, on a choisi le terme néo-fasciste. Mais après, on a changé d'avis dans la description de l'article parce qu'on a dit que c'était finalement un parti post-fasciste. Le Monde, lui, nous parle d'un parti post-fasciste aux portes du pouvoir. C'est le cas aussi pour Euronews et Midi Libre, avec la palme du meilleur article, du meilleur titre d'article, la néo-fasciste d'extrême droite et nouvelle Premier ministre. Là, on est dans un petit peu le cumul, le camoulox fasciste. Le cumul, c'est le point Godwin. C'est le point Godwin du pauvre, le fascisme. Le point Godwin du riche, c'est Hitler. Là, c'est le point Godwin du pauvre. Là, c'est vrai que c'est pas fascisme. Trop adapté. Alors, ce qui est intéressant dans le vocabulaire, notamment, c'est le mot post-fasciste. Pourquoi ? Alors d'abord, une première remarque chronologique. Madame Meloni est née en 1977, c'est-à-dire 33 ans après la chute du fascisme. Première remarque. Deuxième remarque, le mot post-fasciste est rentré effectivement dans le vocabulaire politique italien au début des années 90. Oui. Celui qui l'a porté, c'est M. Fini, qui était le président, le jeune président à l'époque du MSI, qui était l'héritier effectivement mouvement social italien, et qui a changé le nom en Alliance nationale et qui a parlé de post-fascisme en rompant avec l'héritage de ce parti. Il a fait d'ailleurs à la suite de ça, M. Fini, une carrière tout à fait brillante de ministre, vice-premier ministre et président de la Chambre des députés pendant un assez grand nombre d'années. Dans une droite plus institutionnelle. Dans une droite tout à fait institutionnelle. Et Mme Meloni n'est que très peu l'héritière de cela, puisque son mouvement Fratelli d'Italie reprend et part du rassemblement d'un certain nombre de groupes, dont effectivement un petit groupe dissident conservateur de ce qui a été en son temps l'Alliance nationale. Donc la filiation est quand même extrêmement lointaine et elle développe un programme qui n'est en rien fasciste. Dans le fascisme, il y avait un élément de socialisme quand même qui est important. Elle a un programme qui est plutôt conservateur, libéral, et c'est vrai, identitaire, parce qu'elle veut lutter contre l'immigration. Mais ce n'était absolument pas le cas du fascisme, ni même du MSI, qui au contraire se plaçait dans une perspective différente du point de vue des Italiens qui étaient à l'époque des émigrés. Et même Mussolini avait poussé à une immigration du sud de l'Italie vers le nord de l'Italie, où il y avait des populations de langue germanique. Donc c'est pas du tout adapté de parler du programme de Mme Meloni comme étant néofasciste, post-fasciste, que chaise encore. Oui, mais c'est peut-être pas adapté, mais en tout cas ça la diabolise et c'est le but recherché, je pense. Voilà, puis alors, il faut dire que le parti des médias en France, il se surpasse, parce que en Italie, c'est pas vu du tout comme ça. Oui, en Italie, c'est vu comme une union des droites entre trois partis de droite, dont le parti de la Ligue de M. Salvini et le parti de M. Berlusconi. Voilà. Qui est maintenant un petit peu changeant. Pour en finir, simplement, Jean-Yves, avec cette notion justement de fasciste, post-fasciste, on va simplement regarder quelques extraits, notamment Arnaud Benedetti et Philippe Bilger. On revient tout de suite. Le fascisme, comme le nazisme, comme toute forme de totalitarisme, ne reconnaît pas les institutions démocratiques. Alors que l'on puisse combattre, moi je l'admets, Madame Meloni, en considérant qu'elle appartient à une droite ultra, à une droite conservatrice, je veux bien, mais la notion de fascisme, aujourd'hui, ne s'applique pas, qu'on le veuille ou non, quels que soient les antécédents historiques de Madame Meloni, à ce que représente l'offre politique de Madame Meloni. Lorsqu'une femme vient parler, rend hommage
à la famille et à la patrie, il est complètement insensé de considérer que ces notions appartiennent à l'extrême droite. Enfin, c'est une pensée conservatrice cohérente qui s'attache à célébrer la patrie, qui s'attache à célébrer la famille, mais ça devient extravagant, cette manière de considérer que la seule force légitime pour donner une définition de la droite ou de l'extrême droite, c'est la gauche. Moi, je propose d'appeler M. Roussel post-stalinien, Mme Rousseau post-polpotienne. Enfin non, elle est polpotienne, même. On ne peut même pas dire qu'elle est... Quel est le poste ? Elle n'a pas encore dépassé. Elle n'a pas encore dépassé ce stade. C'est effectivement, la remarque de Clément Veil-Reynal sur Twitter. Pourquoi la droite populaire italienne est-elle qualifiée de post-fasciste alors qu'on ne lit jamais, par exemple, dans Le Monde, que les partis communistes européens sont post-staliniens, que l'extrême gauche c'est post-maoïste ou post-Pol Pot, etc., etc. Ce qu'on constate également, et vous l'avez rapidement mentionné avant qu'on ne passe ces vidéos, Jean-Yves, c'est que dans les médias anglo-saxons ou dans les médias italiens, on ne parle pas d'une victoire de l'extrême droite en Italie, on parle d'une victoire de la droite dure ou de la droite tout simplement, comme c'est le cas sur cette affiche sur la une de Vie économiste. Giorgia Meloni est la menace de la droite italienne. On ne verse pas pour autant dans l'exagération en disant que c'est la menace de l'extrême droite post-fasciste italienne. Une dernière remarque, Jean-Yves ? Attendons de voir ce que fera Mme Meloni, puisque toute cette opération vise à l'empêcher de mettre en œuvre son programme. Donc attendons, regardons. On jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. On passe tout de suite à notre revue de presse de la semaine. Restez avec nous. La ville de Nantes est devenue un véritable coupe-gorge. Le dernier exemple en date est celui du viol collectif subi par une femme de 40 ans en pleine rue alors qu'elle se rendait chez des amis. Alors, les faits sont relatés par France Bleu, une jeune femme violée à plusieurs reprises près des machines de l'île de Nantes. Une jeune femme a été victime d'un viol collectif et 3 hommes d'origine soudanaise en situation irrégulière se sont approchés et l'ont violée. Le petit problème, Jean-Yves, avec cet article, c'est que on a laissé transparaître une once de vérité, l'origine des agresseurs et des violeurs en l'occurrence. Alors il fallait tout de suite supprimer cette mention de l'article, ça a été chose faite. La nouvelle version de l'article ne mentionne plus du tout l'origine des agresseurs. Orwellien, puisqu'on change la vérité, on change le texte. On a changé les photos aussi dans les régimes totalitaires. Maintenant, on change les contenus des articles. Maintenant, on change les contenus des articles. Voilà. Alors, on doit quand même avouer que dans la plupart des médias, maintenant, on retrouve la mention que ce sont trois Soudanais, puisque la polémique a flambé un petit peu sur les réseaux sociaux. On regarde tout de suite ce que dit TF1 vis-à-vis du sentiment d'insécurité à Nantes. Quand on marche sur ce bout de trottoir, c'est juste très angoissant pour nous, pour les jeunes femmes aussi qui se font harceler avec ma jeune fille. Merde, ils m'ont vu. Pardon ? Il m'a vu. Et du coup ? Il insulte. Et là, je crois que je suis pas prête de sortir chez moi et j'ai envie de pleurer. Mais son ressenti correspond-il à la réalité ? Écoutez, ce qui est incroyable, c'est que l'enchaînement, son ressenti correspond-il à la réalité, alors que la réalité, on vient de la voir. Et ils l'ont filmé. C'est hallucinant, quoi. Oui, on reste dans ce bocal, voilà. C'est un ressenti. Oui, un ressenti, un sentiment d'insécurité. C'est un vécu instantané. C'est tout à fait juste, mais dans les médias, on continue de parler de ce sentiment d'insécurité ou ce ressenti d'insécurité. Je ne me sens pas particulièrement concerné par l'insécurité, estime une Nantaise. Une autre tient un tout autre discours. On ne peut pas traîner entre filles, on est obligé d'être accompagné d'un homme. Franchement, on ne se sent pas en sécurité du tout. C'est tout ça dans un article de France Info, où on relativise un petit peu. Certains trouvent qu'il y a de l'insécurité, d'autres que non. Alors... on ne sait pas trop, finalement, c'est un petit peu la morale de l'article. Et dans Le Point, par exemple, l'exaspération des habitants face aux zones de non-droit. Les habitants sont minés par un lourd sentiment d'insécurité depuis des années. On a l'impression que c'est leurs passions intérieures qui les troublent et qui les minent, Jean-Yves, quand on regarde ça. Et enfin, on va regarder tout de suite un extrait de BFM TV, une réponse assez curieuse à cette histoire de viol en pleine rue a été apportée par un des chroniqueurs. On regarde ça tout de suite.
faut peut-être voir aussi un petit peu le choc culturel. C'est-à-dire qu'on vient d'un pays en guerre, réfréné, l'alcool est interdit, les femmes souvent ne se baladent pas seules sur la voie publique, et on arrive dans un pays européen où on peut consommer de l'alcool toute la journée, c'est en vente libre. Et donc là, ils découvrent un autre monde où on voit des femmes seules, des femmes habillées à la mode européenne, et qui peut choquer avec aussi une partie de leur culture. Il est formidable, ce syndicaliste policier de FO, Force ouvrière, c'est pas la première fois qu'ils sont sur cette ligne-là, oui. Puisqu'il dit finalement, les femmes qui s'habillent en européenne, en Europe, c'est choquant. Pour les Soudanais. Pour les Soudanais. Bah oui, à ce moment-là. Alors, d'un certain point de vue, il a raison. Il dit qu'il y a un choc culturel. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a un choc culturel, il ne faut pas leur imposer ce choc culturel, il faut les renvoyer chez eux. Il faut refuser de les faire rentrer. Voilà. Si son argument est exact, il faut en tirer toutes les conséquences. Ou alors, il faut continuer de persévérer et essayer de faire que ce choc culturel devienne un vivre ensemble dans l'osmose. Ah oui, mais c'est pas bien parti. Hein. C'est pas bien parti. On laisse les spectateurs en juger. On a des filières de migrants qui viennent, donc avec des gens qui sont attirés, qui viennent de pays comme par exemple le Maroc, et qui génèrent une délinquance de voie publique. Dans ces villes-là, Nantes, Bordeaux par exemple, et dans d'autres, on a plus de 50% de la délinquance de voie publique, celle qui embête nos concitoyens, qui est générée par ces individus. La présence de clandestins ou de personnes en attente de papier, sur le fondement, je le sais de sources assez sûres, de la réputation de la préfecture de Nantes, je ne dis pas que c'est justifié, mais c'est la réputation de la préfecture de Nantes et de Loire-Atlantique d'accorder des papiers plus facilement qu'ailleurs, d'où un afflux de personnes d'origine étrangère à la recherche de papiers dans le centre de Nantes, et d'où les drames et les tragédies qu'on connaît, puisque la plupart sont clandestins. Alors c'est très simple finalement, la moitié de la délinquance de voie publique, c'est le fait des clandestins. Et pourquoi il y a tant de clandestins à Nantes ? Parce qu'ils savent que la préfecture leur accorde plus facilement des papiers. Et pourquoi la préfecture leur accorde plus facilement les papiers ? Parce qu'il y a un tissu associatif d'extrême gauche extrêmement puissant à Nantes. Et pourquoi il y a un tissu associatif d'extrême gauche extrêmement puissant à Nantes ? C'est parce qu'il est massivement financé par la mairie de Nantes et les mairies avoisinantes. Donc le contribuable paye les associations font la pression sur la préfecture et sur la magistrature au profit des migrants, et les migrants font la pression sur les simples citoyens dans les rues. Voilà la situation. Une équation assez simple que vous venez de résoudre, Jean-Yves. On a une image assez drôle pour une affaire quand même macabre, mais ça a retenu mon attention. On a une image de Stéphane Plaza qui est tirée de son émission Recherche appartement ou maison, qui est tournée un petit peu au ridicule sur Twitter. Vous cherchez donc un appartement dans le centre-ville de Nantes sans risquer de vous faire violer en rentrant après le travail net vendeur. C'est un bien atypique, vous en avez conscience ? Alors, c'est très drôle. Ça décrit bien la réalité. Ça décrit bien la réalité, et ça décrit aussi la manière dont cette émission, sur M6, Chasseurs d'appart, est une émission de propagande et de désinformation. De propagande, je vais le dire, parce que c'est une émission sur l'immobilier. Sur l'immobilier, mais qui dure plusieurs heures. C'est de la télé-réalité, si vous voulez. On suit des gens qui visitent des appartements. Et alors, curieusement, les questions qui sont systématiquement posées, c'est le déplacement des cloisons. Rajouter des cloisons là où il n'y en a pas, en supprimer là où il y en a. Refaire la cuisine. Ouvrir la cuisine, bien entendu. Par contre, ce qui n'est jamais abordé, c'est la question de l'environnement de l'appartement. Quel est le voisinage ? Quelle est la sécurité ? Quelle est l'école des enfants ? Et il me semble que c'est des questions que les gens qui achètent un appartement, en général, se posent, ou souvent se posent. Dans l'émission de M. Plaza, sur M6, c'est totalement occulté. Et donc, vous voyez qu'on a là une mésinformation par occultation. En fond, ces chasseurs d'appart, ils sont dans un métavers, parce qu'une partie de la réalité est évacuée. Vous allez loin, là, Jean-Yves. Non, je ne vais pas... Je décrypte. Vous décryptez. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très drôle, cet allumage de M. Plaza, qui, lui, d'ailleurs, n'a pas de souci immobilier, puisque je crois qu'il habite un hôtel particulier dans Paris, donc ça va. L'émission marche bien. L'émission marche bien. Son entreprise aussi, j'imagine qu'il n'a pas de souci à se faire et qu'il ne regarde pas vraiment
ils ne regardent pas vraiment le compte en banque. On reste un petit peu sur ce thème de l'insécurité, mais de manière un petit peu différente, vous allez le voir. Un meeting de Jordan Bardella en Bretagne a donné lieu à de violentes altercations entre les forces de l'ordre et des groupes d'extrême gauche. Le traitement médiatique est tout d'abord très léger et ensuite quelque peu trompeur. Meeting de Jordan Bardella, des violences entre manifestants et police, nous dit Le Point. Alors là, on a l'impression que c'est les amis de M. Bardella qui s'en sont pris à la police. Et on ne sait pas vraiment qui est responsable de cette altercation. Le Parisien, près de Nantes, un incident entre la police et des manifestants avant un meeting de Jordan Bardella. Pareil, on parle d'incident, de heurte, c'est un langage assez ténu. Jordan Bardella utilise d'autres termes pour qualifier cette agression. Les milices Antifa ont réussi à accéder à la ferme où devait se tenir notre meeting. Un cocktail Molotov a été lancé contre l'une de nos voitures qui a pris feu. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet. Alors là, on voit quand même il y a une certaine violence des altercations qui n'est pas retransmise dans les médias. Non, absolument. Je vois le titre d'ailleurs du Télégramme, qui est le journal local avec Ouest France. Meeting de Jordan Bardella à Bruz, l'oreille d'un CRS arrachée par un cocktail Molotov. On ne sait pas qui a lancé le cocktail Molotov. Oui. Donc c'est quand même extraordinaire. L'extrême gauche, les milices violentes d'extrême gauche. Moi je préfère utiliser ce vocabulaire. Antifa c'est mignon, Antifa c'est gentil. Non, milices violentes d'extrême gauche attaquent une réunion publique d'un parti démocratique qui a 89 députés au Parlement, ça devrait être considéré comme un scandale. Pas du tout, pas du tout. D'abord, on laisse faire, et là, il y a une responsabilité, effectivement, du préfet. D'abord, on laisse faire, et ensuite, dans la manière dont on en parle dans les médias, finalement, on ne sait pas trop qui est coupable. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un salmigondi, c'est absolument incroyable. Oui. Absolument incroyable. La mésinformation ne s'arrête jamais, Jean-Yves. Les manifestations en Iran protestant contre la mesure du port du voile obligatoire pour les femmes gagnent en importance. La répression du régime à l'encontre des manifestants est très sévère et le nombre de morts est actuellement inconnu. Alors toute cette affaire commence d'abord par la mort inexpliquée d'une manifestante. En réalité, elle avait été arrêtée. C'est pas vraiment une manifestante. C'est une femme qui se baladait dans la rue sans voile, qui a été arrêtée pour ça et qui est morte après 3 jours de détention en prison. Ce qui a donné lieu à d'importantes manifestations qui gagnent encore plus d'ampleur. Bien sûr, les médias français, pour la plupart, exultent parce que c'est une révolution féministe, ou du moins féministo-compatible, pourrait-on dire. C'est le cas de Marianne, manifestation en Iran. Le voile sera-t-il le linceul du régime des mollahs ? Les Échos relatent une montée en puissance de la révolte. On a quand même un climat dans les médias qui se gargarise et qui se félicite finalement de ce vent de liberté qui s'empare de l'Iran. Oui, et dans le même temps, il y a une pression terrible en France et en Europe en faveur du voile. Donc on trouve très bien que les Iraniennes se dévoilent, mais l'Union européenne pousse par ses publicités au voile, présenté comme au fond le futur de l'Europe, et on sait qu'il y a aujourd'hui une pression grandissante de la part des milieux fréristes et salafistes, des frères musulmans et des salafistes, pour réimposer le voile, y compris à l'école, y compris dans les sorties scolaires, etc. Donc il y a une espèce de contradiction totale entre ce qu'on trouve bien en Iran et ce qu'on trouve bien en Europe. Oui. Paradoxal. La liberté en Iran, c'est le fait d'enlever son voile, et la liberté en Europe, nous dit une affiche polémique avec une fillette voilée, une affiche de l'Union européenne. Eh bien, la liberté en Europe, c'est de le porter, donc toujours un petit peu ce déséquilibre. Alors qu'évidemment, qu'à partir du moment où un certain nombre de femmes musulmanes portent le voile, les autres subissent la pression. Donc l'idée que c'est une liberté individuelle, en fait, c'est faux, puisque de fait, à partir du moment où il y a une femme, 10 femmes, 100 femmes dans un endroit qui portent le voile, les autres sont obligés de le porter. Oui, voilà. Puis il y a aussi la pression de toute la communauté, des enfants, du mari. Oui, et des frères ou des ayatollahs locaux. Des ayatollahs locaux, oui, c'est ça. Ouais.
On passe tout de suite à une séquence TV qui, je pense, va vous plaire. Je vous dis pas ce que c'est, on regarde ça tout de suite. Vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Moi, je m'inquiète un peu pour votre vie. Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque? Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, sans protection? Ça dépend. D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Donc, en général, j'ai pour règle de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. Régis Le Sommier, vrai reporter de guerre, et BHL, Bernard-Henri Lévy, faux philosophe, reporter de guerre humaniste. Faux reporter de guerre. Faux reporter de guerre, tout simplement. C'est une altercation assez rigolote. De quoi elle part? Eh bien, tout simplement de la série de clichés qu'a publié Bernard-Henri Lévy à la suite de son retour du front ukrainien. On le voit debout, vent debout, à côté d'un canon, tel Richelieu sur sa digue à La Rochelle. On le voit également en train d'être escorté par des militaires ukrainiens bardés d'équipements militaires, et lui avec son par-dessus et son écharpe. Alors c'est cinématographique, hein, c'est sûr, comme d'habitude avec Bernard-Henri Lévy, mais c'est pas vraiment du goût de Régis Le Sommier. La scène est assez pittoresque, parce qu'il y a d'un côté l'homme qui a suivi sur le terrain comme reporter une trentaine de guerres, et l'autre qui fait du tourisme en quelque sorte. Du tourisme guerrier. Du tourisme guerrier. Et on voit sur la question du casque, du gilet pare-balles, les réponses quand même un peu emmêlées de BHL, et le petit, il faut regarder le petit sourire narquois de Régis Le Sommier. Qui n'en pense pas moins. Ça résume assez bien la différence entre deux types d'hommes. Et ce que pense l'un de l'autre. Deux types d'hommes. L'homme qui a vécu des choses difficiles, Le Sommier, et puis le battleur médiatique. Qui se met en scène, en train de vivre des choses difficiles. Ouais, il fait du cinéma, mais quand il fait du cinéma, c'est des navets. Hein. Merci beaucoup Jean-Yves. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, les fuites sur les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc ces deux tuyaux sous-marins qui affrètent le gaz russe vers l'Allemagne, ou qui du moins l'affrètaient jusqu'à récemment, sont sujets à de très importantes fuites qu'on voit tout de suite à l'écran. Les fuites sont telles que les gazoducs ne pourront vraisemblablement plus jamais transporter de gaz vers l'Europe, et les images sont assez impressionnantes, Jean-Yves. On voit cette remontée de gaz dans la mer Baltique, qui s'étend à presque 1 km de circonférence à chaque fois. 3 points de fuite, 1 sur Nord Stream 2 et 2 sur Nord Stream 1. Nord Stream 1, c'est le gazoduc qui était déjà opérant, et Nord Stream 2, c'est celui qui venait tout juste d'être achevé, mais qui n'avait pas été inauguré à cause de la guerre en Ukraine, bien sûr. Ce qu'on apprend dans Bloomberg et dans d'autres médias anglo-saxons assez sérieux, c'est que l'Allemagne, le Danemark et les pays nordiques privilégient la piste du sabotage. Et par sabotage, on entend des explosions qui ont été provoquées soit par une frégate, soit par un sous-marin. Peu de pays en sont capables, Jean-Yves. Dans France Info, on admet que ces fuites sont la conséquence d'actes délibérés et qu'il s'agit probablement d'un sabotage, mais sur qui est le coupable, on est un peu plus prudent, on va dire. Pour Kiev, elle serait le résultat d'un acte terroriste piloté par Moscou. La fuite de gaz n'est rien de plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union européenne. Donc on a le point de vue ukrainien et de Kiev dans cet article, et on a le démenti russe. Il est stupide et absurde de suspecter la Russie à contre-attaquer mercredi le Kremlin, rappelant que le gaz qui s'échappe des gazoducs coûte cher et lui appartient. Mais ce qu'on évite de mentionner, l'hypothèse qu'on évite de mentionner, Jean-Yves, c'est l'hypothèse américaine. Oui, alors dans ce type d'événement, c'est très difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Surtout quand c'est si récent. Surtout quand c'est si récent, bien sûr. On saura dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être avant. Simplement,
il faut évoquer, à ce moment-là, il faut évoquer toutes les hypothèses. Alors, on peut évoquer l'hypothèse russe, parce que dans la guerre, dans une guerre, il peut y avoir des coups tordus, même si effectivement, c'est pas évident. On voit pas bien l'intérêt des Russes. De toute façon, les pipelines, ils sont coupés. On voit pas bien l'intérêt. Mais bon, c'est normal qu'on évoque l'hypothèse. Mais à une condition, c'est qu'on évoque les autres hypothèses. Et l'autre hypothèse, c'est une action américaine ou une action conduite par des satellites des Américains. Alors des satellites, pas des satellites spatiaux, des satellites européens. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, à commencer par la Pologne, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la moindre des choses, c'est d'évoquer cette hypothèse. Alors, j'ai une remarque simplement, Jean-Yves. L'hypothèse est quelquefois mentionnée. C'est le cas, par exemple, sur RMC, sur le plateau d'Apolline de Malherbe. On va regarder ça ensuite, tout de suite. On sait que les Américains ont tout fait pour s'opposer à la mise en service de ce gazoduc Nord Stream 2. Sur le papier, Washington a donc un mobile. Sauf que le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, c'est assez inimaginable. En tout cas, les spécialistes du renseignement et les militaires français que j'ai interrogés hier soir ne l'envisagent pas une seule seconde. Si ce n'est pas les Américains, si ce n'est pas un pays européen, parce qu'on ne voit pas lequel aurait intérêt à ce sabotage, on n'imagine pas non plus que l'Ukraine en soit capable. Donc, par déduction, reste qui ? Il reste effectivement les Russes. On évoque l'hypothèse donc d'un sabotage américain, puis on l'écarte aussitôt sur RMC en disant on a parlé aux experts, aux renseignements, c'est inimaginable que les États-Unis puissent faire commettre un acte terroriste, un acte guerrier comme ça sur le sol, ou du moins sous les océans européens. Oui, alors, M. Poincaré n'est pas sérieux, parce que non seulement c'est imaginable, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font que c'est non seulement imaginable, mais que c'est crédible. Je vais simplement en citer 4. Oui. Le premier, c'est que les États-Unis ont toujours été hostiles à ces pipelines qui permettaient une certaine indépendance de l'Allemagne par rapport au transfert du gaz par l'Ukraine ou par d'autres pays. Oui. Donc ils ont toujours été hostiles et ça a toujours été un sujet de conflit entre les États-Unis et l'Allemagne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que M. Biden lui-même a déclaré en février dernier que si la Russie envahissait l'Ukraine, ce qu'elle a fait, à ce moment-là, le pipeline pourrait sauter. If Russia invades, there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do it. Il n'y aurait plus de gazoduc. Il n'y aurait plus de gazoduc et qu'on lui a dit mais comment vous pouvez faire ça, c'est pas sur le territoire américain. Il a dit faites-nous confiance. On trouvera un moyen. On trouvera un moyen. Troisième élément, il y a un député européen polonais, M. Sikorski, qui a fait un tweet en disant merci les Américains pour ça. C'est pas n'importe quel député européen polonais, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, qui était d'ailleurs à Maïdan lors du renversement du régime légal ukrainien de l'époque en 2014. Donc, bon. Les points commencent à se connecter. Quatrième élément, de manière, alors là, cette fois, des informations déclassifiées, M. Reagan, donc il y a assez longtemps, il y a une trentaine d'années, avait autorisé les services américains à saboter ces pipelines, si c'était nécessaire. Alors, je ne dis pas que ce sont les Américains. Parce qu'on ne le sait pas encore. Parce qu'on ne le sait pas. Mais je dis que les médias français qui n'évoquent pas cette hypothèse, ou qui disent « mais c'est inimaginable », ne sont pas sérieux. Voilà. C'est imaginable. Je ne dis pas que c'est le cas.
Ça peut être une opération sous faux drapeau, tout est possible. Mais on ne peut pas dire c'est inimaginable que ce soit les Américains. Bon, honnêtement, avec tout ce que vous avez montré, ça paraît même plausible. Le nombre de chefs d'État qu'ils ont assassinés au cours de leur histoire, le nombre de régimes qu'ils ont renversés, le nombre quand même de manipulations auxquelles ils ont procédé, avec la fausse attaque dans le golfe du Tonkin qui a justifié la guerre du Vietnam, ou les fausses armes de destruction massive de Saddam Hussein qui a débouché sur la destruction de l'Irak. Donc bon, on ne peut pas faire une confiance aveugle aux Américains. Voilà. Oui. Alors autrefois, on pouvait vraisemblablement faire confiance, en tout cas aux médias français, pour relater un petit peu ces enjeux géopolitiques et géostratégiques, puisque Libération parlait déjà en 2004 de ces documents déclassifiés qui pointaient du doigt Reagan concernant cette opération de déstabilisation technologique de l'URSS qui a conduit Reagan justement à autoriser le sabotage de gazoducs. Libération, aujourd'hui, on l'entend plus évoquer cette hypothèse. Ils sont même pas capables d'utiliser leurs propres archives. Hein. Ça remonte à loin à leur décharge. Mais enfin, si des internautes arrivent à retrouver l'article et à le poster sur Twitter, j'imagine que dans la rédaction de Libération, on serait capable de retrouver leur propre article. On a également, en dernier point pour finir, le fait que aux États-Unis, les Américains eux-mêmes n'excluent pas du tout cette possibilité. C'est le cas de Craig Murray, qui est un lanceur d'alerte assez connu. Le gazoduc Nord Stream 2 permet à la Russie d'envoyer du gaz à l'Europe de l'Ouest sans payer de taxes de transit à travers l'Ukraine et la Pologne. Elle vient de le compléter et on nous explique qu'ils viennent de le faire sauter. C'est un petit peu incongru, hein, c'est ce qu'il nous dit. Et on a également Tucker Carlson qui, lui, sans directement accuser Joe Biden, le met sérieusement en cause dans un extrait qu'on va regarder tout de suite. If you are Vladimir Putin, you would have to be a suicidal moron to blow up your own energy pipelines. That's the one thing you would never do. Natural gas pipelines are the main source of your power and your wealth, and most critically, your leverage over other countries. So once again, did the Biden administration really do this? It's hard to believe. Given that it's an atrocity, it's effectively an act of terrorism, we don't want to make that accusation. Oui, alors Carlson, c'est pas rien. C'est un des commentateurs les plus écoutés. Un des commentateurs les plus écoutés des États-Unis. Alors encore une fois, on ne sait pas quelle est la vérité, mais en tout cas, il n'est pas interdit de se poser des questions que même les Américains se posent. Et il y a beaucoup d'Américains qui pensent que si Trump avait été réélu, il n'y aurait pas eu cette guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre. La seule période dans laquelle les Américains, les États-Unis n'ont pas déclenché de guerre, c'est pendant la présidence de Trump. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à votre coup de chapeau, si vous en avez un cette semaine. Alors écoutez, c'est un coup de chapeau à l'OGIM, qui fête son 10e anniversaire, avec un bilan quand même assez extraordinaire dans l'analyse des médias, des centaines de portraits de journalistes, des milliers d'articles d'analyse, 1 million de vues chaque mois, sur les Internet. C'est vraiment une réussite, une mine d'informations pour décrypter les médias de grand chemin. Merci Jean-Yves. Eh bien, si l'OGIM vous intéresse et que vous avez raté notre interview de Claude Cholet qui se déroulait en début d'été, eh bien, je vous invite à la regarder. Elle s'affiche sur votre écran maintenant. En attendant, merci Jean-Yves et puis on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Deuxième enregistrement, on a oublié de vous faire part d'une grande nouvelle avec Jean-Yves. On lance un nouveau format, le format hors-série d'Immédiat. Jean-Yves, pourquoi est-ce que nous lançons ça et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors, on va le retrouver directement sur la chaîne TV Liberté, alors qu'Immédiat est sur une chaîne spéciale pour des raisons liées au problème de censure qu'on est susceptible de rencontrer. Mais là, le hors-série, il va être directement sur la chaîne YouTube
de TV Liberté, et ce sera effectivement un format différent puisqu'on aura à chaque fois un certain nombre d'invités qui présenteront des livres ou qui nous donneront des développements à propos de l'univers médiatique. Donc ce sera un petit peu décalé de l'actualité. Voilà, on va essayer de s'en détacher un petit peu. On va essayer de s'en détacher un peu, mais ça consistera toujours à traiter le fond de l'affaire des médias, bien sûr. Merci Jean-Yves, c'en est fini pour notre émission, à la semaine prochaine.